Baini nanga baluka kaniniye, héros des princes faire à sala niniye. À compléter. Le déclic pour écrire Le commerce des allongés, c'est surtout quand j'étais reparti en Afrique et quand j'avais vu toutes ces populations, quand j'avais entendu le bruit même du fleuve Congo, eh ben, ça m'avait redonné les passions de mon enfance et qui m'ont permis de retracer au passage les croyances, les mythes et peut-être aussi les obsessions de plusieurs sociétés africaines. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une voix presque tierce. En utilisant la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire le tu, eh bien, je me mettais un peu à distance. On avait l'impression que c'était un narrateur qui n'était ni l'auteur, ni le personnage du roman, mais une tierce personne qui semblait guetter à travers le trou de la serrure ce qui se passait. Et puis le tu, dans la narration, crée une certaine intimité, et c'est cette intimité qui a fait que on puisse oublier qu'on est en train de lire des histoires qui sont aussi de l'au-delà, mais qui sont de la réalité. Bref, on est en train de lire la vie, mais pas la mort. On a tendance à penser que le monde de l'au-delà n'utilise pas la langue. Eh bien, moi, j'ai gardé la même saveur de la langue qu'on retrouve dans mes livres. J'ai gardé aussi le fait qu'on peut rire de tout et surtout de la mort. Parce que dans nos sociétés, en Afrique, la mort n'est pas forcément un moment de tristesse. C'est pour cela que c'est un livre qui est plutôt traversé de l'humour. Certains diraient que c'est de l'humour noir, mais je n'aime pas ce terme. Bref, je voulais dire ici, dans ce livre, que chaque cimetière a toujours une histoire cocasse à nous apprendre. C'est un livre, en fait, qui parle des inégalités sociales dans le monde dans lequel nous sommes. Mais en même temps aussi, c'est les inégalités après la mort. Donc, ce n'est pas du tout un livre pour se réconforter contre quelque deuil que ce soit. C'est un livre pour s'engager plutôt. Chaque livre vous apprend quelque chose de nouveau. Le commerce des allongés m'a appris que la meilleure façon de regarder l'Afrique contemporaine, c'est d'aller faire l'introspection de sa cosmogonie, de ses légendes, de ses mythes, de ses contes, de ses traditions. C'est d'aller voir cette parole qui n'a jamais été retranscrite dans les livres, cette parole qui est restée chez les anciens, dans les villages. Là, j'ai essayé à la fois d'imbriquer l'aspect urbain avec l'aspect traditionnel, ce qui fait que c'est ma quête peut-être primordiale de cette Afrique disparue, de cette Afrique qui peut-être peut venir aujourd'hui sauver l'Afrique contemporaine. La claque littéraire serait cette romancière qui est en train de défrayer la chronique aux États-Unis et qui s'appelle Leila Motley, qui a écrit un livre intitulé Night Crawling, qu'on a traduit par Arpenter la nuit. Alors, quand je l'avais lu, j'étais resté choqué par la beauté de l'écriture, par cette sorte de courage littéraire quand on sait que le livre a été écrit par une jeune fille adolescente. Et ce livre parle des abus commis par la police de Oakland en Californie sur les mineurs, sur les jeunes filles, et c'est tiré d'une histoire vraie. Pour ma claque musicale, je penserai un peu à la musique congolaise. J'ai l'impression que beaucoup doivent quand même aller vers la musique congolaise, découvrir un chanteur talentueux qui s'appelle Ferré Gola, G-O-L-A. Alors, c'est l'une des plus belles voix de la musique congolaise et il vient de sortir une chanson qui a fait le buzz dans les deux Congos et ça s'appelle Liberté, la beauté de la voix. C'est en lingala, mais même si c'est pas en français, l'émotion n'a jamais de langue.
Baini nanga baluka kaniniye. Héros de prince faire sala niniye. À compléter. Voilà. Moi, je suis toujours celui qui regarde les classiques. Hein. Dans la matière, j'ai le Green Mile, ça s'appelle la ligne verte, qui est tiré d'un livre de Stephen King. Ce film est extraordinaire dans le sens où ça m'a aidé aussi dans l'écriture, puisque ça embrasse le côté surnaturel, ça traite de la question de la race, ça traite de la question de peut-être de quelqu'un qu'on accuse à tort, et ça redonne en quelque sorte l'espoir que nous pouvons être sauvés, quel que soit le camp dans lequel nous nous trouvons, et que dans la douleur ou dans le désespoir, nous sommes pareils. J'entendais de la bouche de certains de mes compatriotes que j'étais l'un des rares Africains qui embauchaient ou licenciaient les Blancs sur leur propre continent. Ce ne serait pas par modestie que je dirais que c'était ridicule de leur part de réduire ma profession à une question de victoire de la couleur d'une peau sur une autre. Dans mon métier, je me fichais que les gens soient noirs, blancs, jaunes ou arc-en-ciel. J'avais fait des études de droit du travail dans le but d'être le plus compétent possible dans tout ce que je ferais sans tenir compte du statut social des individus. J'avais eu la chance de commencer très jeune, j'étais plus jeune que toi, dès la fin de mon cycle des études supérieures à l'Université de Paris-Dauphine, où j'étais sorti major de ma promotion et j'étais entré directement au département des ressources humaines de la Lyonnaise des Eaux. Très vite, par ma capacité à m'adapter et à motiver mes collègues, je suis monté en grade comme adjoint du directeur, puis quand celui-ci a été débauché par la concurrence, j'ai été nommé à sa place. Après 2 décennies dans cette boîte, je me sentais dans une vraie famille. J'obtenais ce que je voulais, y compris ce bureau dont j'avais moi-même demandé l'agrandissement et exigé de choisir l'ensemble du mobilier. J'avais disposé une table ronde en bois au milieu de la pièce pour des réunions avec mon équipe. Les murs étaient agrémentés des toiles de peintre que j'achetais dans le monde entier au cours de mes voyages professionnels. Sur un long buffet en bois, j'avais déposé des statuettes dont la plupart provenaient d'Afrique centrale. Il y avait aussi sur ce meuble des coquillages et ma collection d'insectes exotiques qui venaient de Madagascar et des Comores. Je préférais travailler soit sur le sofa, soit sur la table ronde, d'où je pouvais le mieux apercevoir la tour Eiffel et les avions qui traversaient le ciel de Paris. Et puis, c'est important que je le souligne, dans ma bibliothèque du bureau, il n'y avait pas que des livres sur ma profession. On y trouvait également les grands classiques de la littérature. Charles Dickens, Mark Twain, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Chinua Achebe, Alexandre Dumas, Kamara Lai, Fernando Pessoa ou encore Fyodor Dostoïevski et Dino Buzzati. Ces illustres écrivains m'accompagnaient en silence, me regardaient bosser, recevoir du monde, discuter avec mes collaborateurs qui eux-mêmes étaient très impressionnés que je ne sois pas simplement attiré par les ouvrages traitant des sujets de ma profession.